tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et que votre année a bien démarré. Et justement, c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui, qu'on vous retrouve plutôt aujourd'hui, puisque je suis très bien accompagnée pour cette vidéo qui, je l'espère, en tout cas on l'espère, vous sera très utile, puisqu'on va parler justement de ces erreurs que beaucoup font. Moi la première, ces erreurs qui font justement que l'on va prendre des bonnes résolutions, on va se fixer de bonnes résolutions qui bien souvent vont retomber comme un soufflé au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines. Donc là, cette année, on va changer les choses, on va prendre les choses en main et surtout faire en sorte que tout ce que l'on veut changer, qu'on veut améliorer dans sa vie, on y parvienne et surtout dans le temps, sur la durée. Donc ce sont des choses qui perdurent. Et pour ça, je suis accompagnée de Élise, évidemment, parce que Doudi, niveau conseil, ce sera plutôt sur une autre thématique, voilà. Mais en tout cas, Élise est à mes côtés et justement, Élise, je te laisse te présenter. Merci bien. Moi, c'est Élise, je suis praticienne en programmation neuro-linguistique et consultante en stratégie et je travaille du coup avec des coachs, des influenceurs et des artistes. Donc Élise, on vous en dira un petit peu plus sur le pourquoi, le comment de notre rencontre. Mais aujourd'hui justement, on va réfléchir autour de ces 6 erreurs que donc on est très nombreuses à faire et justement commencer à aborder un petit peu les outils pour déjouer ces erreurs. Et allez, place au contenu, sans plus attendre, qu'est-ce que c'est que ces 6 erreurs ? Et bien la première erreur justement, ça va être de surfer sur cette vague de motivation qui embarque tout le monde dès le 31 décembre passé et qui ne mène pas bien loin généralement. Vague de motivation d'ailleurs qui ne concerne pas que la nouvelle année puisqu'on la retrouve assez régulièrement lors de plusieurs périodes de l'année et puis aussi événements personnels comme l'inscription à la salle de gym, etc. Ouais. Ça, c'est un peu, comme tu dis, c'est des événements en fait qu'on retrouve pas mal dans l'année, l'anniversaire, juste avant, par exemple, l'été. Effectivement, le jour de l'an comme maintenant. Et en gros, c'est un peu des moments comme si on attendait le bon moment pour pouvoir s'y mettre, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de bon moment. Et plus on attend, plus finalement, on met de la pression sur cet événement-là, ce qui fait que même quand on a des petits moments de mou, en fait, étant donné qu'on s'est mis une pression assez grande au moment de prendre la résolution, on s'était dit « Oh, ça y est, j'y vais », et en fait, le fait que tu vois que parfois, tu auras des moments que tu vas ralentir, presque, tu as l'impression encore que tu abandonnes et tu te mets encore plus de poids, plus de pression sur l'acte en lui-même, ce qui fait qu'en fait ça peut être plus dur de le tenir dans la durée. Clairement, ça vaut pour tous les domaines de la vie. Moi, je l'ai vu énormément en tant que coach chez des personnes justement qui se disent « Bon, allez, ça y est !» Alors déjà, elles anticipent avant le 1er janvier en disant « Bon, à partir du 1er janvier, je vais faire ci, je vais faire ça. » Puis il y a cette vague sur laquelle les personnes se lancent, peut-être que toi t'en fais partie d'ailleurs. Et le problème, c'est que une fois toute cette émulation passée, il n'y a plus grand chose derrière parce qu'on n'a rien fixé finalement derrière. Donc attention à ces effets vagues de motivation parce que je pense que tu es d'accord, on ne peut pas se laisser porter par une vague éphémère, ça ne tient pas dans la durée. Sachant, comme tu dis, il y a une espèce d'effet de tendance qui fait qu'en fait c'est pas vraiment précis. Quand on commence à faire des résolutions, on se dit ok, je vais arrêter de fumer ou je vais me mettre à bien manger ou je vais faire plus de sport. Et en fait c'est pas assez précis pour que ça tienne aux tripes. Or c'est quelque chose qui est super important, que ça te tienne aux tripes pour avoir la motivation. Donc si c'est juste une phrase que tu te dis comme ça, qu'on entend un peu tous les jours et que tu as pris de l'extérieur, en fait il faut arriver à personnifier ça. Et donc c'est pour ça que les surfer sur la tendance, généralement, pour certaines personnes, encore une fois il y a toujours des exceptions, pour la majorité des personnes, ça ne fonctionne pas sur la durée. Voilà, donc on évite de tomber dans le panneau cette année. Voilà, donc on évite de tomber dans le panneau cette année et justement ça nous mène à la deuxième erreur qui est un peu une résultante aussi de cette vague de motivation et des objectifs qu'on se fixe. C'est justement d'être beaucoup trop focus sur l'objectif qu'on s'est fixé. Justement là c'est un espèce d'entre-deux qu'il faut trouver, c'est qu'à la fois l'objectif flou ça mène à des résultats flous et en même temps quand tu as un objectif qui est juste distinct, c'est un peu comme si par exemple si tu as envie de pouvoir soit t'abonner à la salle de sport ou avoir un corps plus vêtu ou alors manger
mieux ou te mettre à une pratique créative. En fait, généralement, on voit directement la finalité. Or, il y a tout un processus avant d'arriver à la finalité. Et en fait, tu te réveilles pas chaque matin en pensant directement au résultat final. C'est aussi le meilleur moyen de se mettre la pression. Donc en fait, c'est super d'avoir un objectif parce qu'il faut avoir une vision, il faut avoir un pourquoi pour pouvoir avoir des résultats. Mais ce pourquoi-là, tu peux pas te réveiller chaque matin en pensant à ce pourquoi parce qu'il est dans un futur beaucoup trop lointain par rapport à ta situation actuelle. Et c'est super important d'avoir ta vision, mais de trouver qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme petit objectif pour pouvoir avancer. C'est vraiment d'avoir une vision, une fois que tu sais ce que tu veux, tu la mets derrière et tu regardes un petit peu dans ton quotidien comment tu avances. Donc c'est un peu une histoire de référentiel qu'il faut adapter à la réalité du quotidien. C'est un peu, sinon dans un autre exemple, c'est comme si la personne qui avait créé Facebook, quand elle se réveillait le matin, la première fois qu'elle l'a pensé, elle a pensé à Facebook comme il est aujourd'hui. Pas du tout, au départ c'était quelque chose qui était à sa portée, une petite interface, quelque chose de vraiment petit. C'est vraiment à vous aussi de trouver tous ces petits micro-objectifs, nano-objectifs qui font que ton quotidien, tu peux davantage le vivre avec moins de pression que si tu étais focus sur la finalité. Puis aussi c'est une manière de créer ce chemin vraiment pas à pas. Ouais. Déjà à son rythme, avec les matériaux dont on dispose, sans avoir à faire un saut de géant vers un objectif qui est, comme tu l'as dit, qui est déjà loin dans la durée, qui peut sembler du coup inatteignable et qui peut, la résultante est très très fréquente, qui est la procrastination, qui touche beaucoup de personnes. Donc peut-être que si tu es victime de procrastination, tu peux aller creuser à ce niveau-là. C'est effectivement peut-être des petites choses au niveau de ton chemin, de ton quotidien, qui sont à construire en fonction, encore une fois, de ce dont tu disposes à l'instant T. C'est ça, procrastination, souvent une suranticipation du futur. Un focus sur les attentes, et des attentes qui sont parfois pas du tout à notre portée. Alors justement, troisième erreur, qui du coup va un peu dans la continuité de ce qu'Élise vient d'évoquer, c'est cette suranticipation et le fait que, en plus, qui plus est quand on est super motivé, qu'on va se créer un plan ultra détaillé qui du coup ne va laisser place à absolument aucune flexibilité. C'est pareil, c'est une question de dosage. C'est super une fois que tu as ton objectif, ton pourquoi, souvent généralement tu vas vouloir établir un plan. Et généralement en fait tu es tellement focus sur une seule manière de faire les choses, sur un seul, on va dire comment, c'est comment je vais faire pour atteindre ça, tu vas avoir une certaine idée et tu vas être tellement focus sur cette façon de faire que du coup si dans ton environnement il y a quelque chose d'extérieur qui vient te faire obstacle, ou par exemple une situation sanitaire ou quelque chose comme ça, qui vient mettre un peu de flou dans ton plan, ce qu'il y a c'est que parce que tu es très focus sur une seule manière d'y faire, tu as du mal à t'adapter à l'environnement. Donc c'est un peu ce manque de flexibilité qui fait que c'est généralement une des erreurs courantes. C'est souvent un manque de flexibilité donc de la situation, donc une rigidité. Ouais, une rigidité et savoir s'adapter. Donc c'est pour ça que entre l'anticipation, avoir un plan, c'est une chose, mais attention au manque de flexibilité, et comme tu dis, la suranticipation, le plan trop détaillé, plus tu as de détails, plus en fait tu veux réfléchir. C'est un peu finalement derrière, ce qui me conduit à ça, c'est la peur de l'échec, la peur de l'erreur, de vouloir absolument tout calculer. Plus tu calcules, plus ta créativité, plus ton adaptabilité, plus ta gestion émotionnelle, ça va être difficile. De toute façon, cette notion de flexibilité, on la retrouve vraiment partout. Et c'est Charles Brumeau, d'ailleurs, diététicien de talent, dont je vous recommande le travail chaudement, qui a cette comparaison avec l'équilibriste sur un fil. Lui, il l'utilise en comparaison avec nos rapports à l'alimentation, et elle est tellement juste. Clairement, si on est raide comme un piquet, on ne peut pas garder l'équilibre, ça ne peut pas fonctionner. Et finalement, cette notion de flexibilité, elle revient exactement au même. Si tout est trop rigide, trop cadré, ça ne laisse absolument aucune marge d'erreur. On ne peut pas faire un pas de côté sans avoir l'impression que du coup on est dans l'erreur. Et du coup, en termes de feedback, si t'es dans l'erreur, t'as l'impression que t'es en échec, et c'est ultra facile de baisser les bras et de se dire non, c'est pas pour moi. Ouais, c'est vraiment ce sentiment, c'est super inconfortable pour la plupart des personnes d'être dans une situation, dans un cas d'erreur, puisqu'on prend comme un échec personnel, comme quelque chose qu'on prend personnellement. Donc du coup, on essaye de l'éviter. Ce qui est inconsciemment finalement quelque chose pour prendre soin de soi. On est bienveillant quand on veut pas se faire de mal. Sauf qu'en fait, c'est simplement c'est un changement de perspective sur l'erreur qui n'est en rien quelque chose qui vient vous définir, mais qui est simplement la première étape qui va te mener vers ce que tu as vraiment envie. En fait, l'erreur n'est pas ce qui doit te dire qu'il faut que tu arrêtes ou attention, c'est plutôt un signe d'encouragement. Puis ça fait partie justement de ce processus, ce petit cheminement pas à pas. C'est comme ça qu'on sait. Voilà. Et puis qui mène vers l'objectif au final, quoi. Exactement.
Alors, ça rejoint du coup cette quatrième erreur qui est de vouloir être parfait, de vouloir tout faire parfaitement et de cocher toutes les cases. Alors surtout maintenant que les bullet journals sont super à la mode, que tout le monde en a, on a cette obsession des cases à cocher, il faut que ce soit fait parfaitement. Donc ça revient à ce qu'on vient de dire finalement. Ouais, c'est un peu, même quand tu donnes l'exemple des bullet journal, c'est cette chose où en fait au départ, ça reprend un peu tout ce qu'on a dit en fait. C'est que tout d'un coup tu vas te mettre un objectif que toi-même en plus, c'est un peu ta prison dorée, c'est toi-même qui l'as créé. Et à la fin de la journée, si tu n'as pas tout coché, t'es pas content. Alors qu'en fait tu regardes ce que tu n'as pas fait, alors que tu devrais déjà regarder tout ce que tu as fait et faire preuve de flexibilité et d'adapter ton plan. Simplement il y a eu des choses que tu n'as pas su contrôler, gérer dans ta vie qui font que tu n'as pas pu faire tout ce que tu avais voulu faire dans une journée. Mais en rien ça devrait être un signe que quelque chose ne va pas. Et généralement, c'est simplement qu'on va extrapoler ça comme quelque chose de négatif, alors qu'en fait, ça fait juste partie du processus. Et comme tu dis, du coup, c'est un peu ces petites tendances qui font que ça ne nous met pas forcément, pourtant c'est pareil, c'est sous un fond bienveillant, mais ça ne nous mène pas forcément dans la bonne direction, et que c'est cette envie de vouloir être parfait, de ne pas rater, de ne pas vouloir faire d'erreur, parce que tu associes l'erreur à quelque chose de négatif. Si tu changes un peu de perspective sur la notion d'erreur, tu verras que vouloir être parfait ne sera plus aussi important qu'auparavant. C'est vraiment aussi une question de, j'ai envie de dire, de valeur personnelle que tu te portes, et c'est là tout ce qui va être l'estime de soi, la confiance en soi. J'ai envie de dire, moins t'en as, plus t'as envie d'être parfait, parce que à la moindre erreur, tu vas avoir l'impression que ça va te définir sur qui tu es, sur la valeur que tu as, alors qu'en fait, quand tu rates quelque chose, tu rates juste quelque chose. Ça ne va rien dire sur toi. Donc du coup, plus tu vas changer de perspective là-dessus, plus en fait le vouloir être parfait ne sera même plus un sujet. Et puis d'ailleurs, dernière petite chose là-dessus, c'est que en fait la moindre imperfection ou case que t'as pas coché, ça a tendance à jeter un voile en fait sur tout ce que t'as fait et tout ce que t'es en train de faire. Et ça c'est hyper contre-productif et c'est hyper dévalorisant en plus parce que du coup ça ramène à cette image de soi et ça entache beaucoup la confiance en soi qui est parfois fragile. Ouais. Donc ouais, attention à ça. Alors, cette cinquième erreur, c'est un peu mon cheval de bataille puisque je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et en plus sur une thématique qui concerne quand même beaucoup l'enveloppe physique, le visuel et qui mène du coup beaucoup à la comparaison. Les objectifs que l'on se fixe, il faut faire attention à ce qu'ils soient réalistes et surtout qu'ils ne résultent pas d'une comparaison. Et ça, c'est une des erreurs que je vois le plus en tant que coach et que toi, Élise, je pense... Tu constates aussi énormément. Ouais, c'est qu'au départ, souvent, ça part pourtant d'une inspiration. Si au départ, tu vas regarder quelqu'un et ça va t'inspirer, mais en fait, la frontière entre l'inspiration et la comparaison est très fine. Et tout d'un coup, en regardant cette personne, tu vas penser à toi. C'est-à-dire que c'est un peu comme on l'a dit avant, si tu prends personnellement l'info que tu as en face, et tu commences à te comparer et te dire tiens, et si tu regardes ce qui a été fait, tu te dis tiens, par rapport à moi, comment je peux le faire? Alors qu'en fait, tu ne sais pas du tout la vie qui est en face, tu ne sais pas du tout comment cette personne y est arrivée, elle te dit bien aussi ce qu'elle veut, il y a une sélection des informations, bref, et puis tu es différente, tu as une histoire différente, tu es quelqu'un de différent, tu n'as pas le même âge, pas le même passé, la famille, l'environnement, tout est différent, même si tu veux te mettre, même si tu veux aller vers quelque chose qui semble être commun, comme une activité, une entreprise, un sport. Ce papier, c'est la même chose, mais en fait vous êtes des personnes différentes, donc il faut adapter à ce que tu vois. C'est généralement tu vas juste voir ce qui se passe en face et tu vas te comparer directement, le prendre personnellement et vouloir faire à peu près entre guillemets la même chose. Tu vas rechercher la fameuse recette miracle. Voilà, essayer d'analyser la personne pour essayer de faire la même chose, mais c'est bien souvent à ce moment-là qu'on perd un peu son diamant brut. Ouais, et vraiment gros warning encore plus sur les réseaux sociaux. On a cette abondance d'images alors qui peuvent être inspirantes, de lifestyle qui peuvent être inspirantes, de shape, de tout ce qu'on veut parce que maintenant ça touche même tous les domaines sur les réseaux sociaux, mais qui sont totalement surréalistes parce que déjà ils sont perçus au travers du prisme des réseaux sociaux qui montrent vraiment qu'une fraction très très limitée et très choisie du contenu en fait auquel on va se comparer et qui, encore une fois, ne reflète ni la réalité, ni les facteurs qui sont inhérents à notre situation et ni la personne que l'on est. Et ça, mais j'en parlerai un petit peu plus à l'occasion de quelque chose dont on va vous parler juste après. Donc voilà, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais c'est quelque chose qui, personnellement, utilisant les réseaux sociaux, m'affecte encore au quotidien, même si j'ai beaucoup de recul dessus. Donc vraiment, gros warning là-dessus, parce que même en connaissance de cause, on est des êtres sociaux qui nous comparons et on a des outils entre les mains qui nous poussent constamment à nous comparer. Ouais.
Ça demande une espèce de discipline en fait. Quelque part, c'est là où, pareil, on revient sur l'estime, la confiance, et parfois on en a, et tout est, on va dire, ok. Simplement, tu as des moments, parce que tout est cyclique, tu as des moments où ça va très bien, donc tu vas être dans ton flow, tu vas être concentré sur toi. Tu as des moments où tu vas peut-être être un peu plus fragile, et c'est des moments, typiquement, où tu vas commencer à regarder l'extérieur, parce que tu as un besoin, tu as un vide qui s'installe, que tu vas chercher à combler. Donc du coup, tu vas commencer à regarder davantage l'extérieur, alors que tu es déjà justement fragile. Donc ça peut venir, en fait, tout simplement, par raisonner certaines insécurités, à partir du moment où après toi tu le sais, tu vas essayer, tu prends ton temps pour essayer de te recalibrer sur ton chemin, mais ce qui peut prendre parfois un peu de temps et ce qui va demander justement une gestion émotionnelle un peu plus particulière. Et un petit point que tu as dit tout à l'heure sur le manque de réalisme, effectivement par rapport aux réseaux sociaux notamment, mais aussi souvent on signe pour un objectif où en fait on n'est pas prêt à payer le prix du chemin. Parfois tu vas te dire ok, cette personne-là par exemple, on va parler du sport parce que tu es aussi dans ce domaine, comme ça sur un malentendu, tu vois un certain corps sur les réseaux, tu te dis ok, j'aimerais avoir le même, tu vas avoir ça en tête, sauf que tu t'imagines pas tout ce qu'il faut pour avoir tel corps. Et en plus de ça, t'as pas forcément regardé si est-ce que tu avais le même métabolisme, est-ce que tu avais les mêmes les allergies, les choses, enfin tu sais mieux que moi, parfois on est tout simplement, ou la morphologie, rien que ça. Donc en fait c'est vraiment, parfois tu n'es pas prêt à payer, tu n'es pas prêt à faire 3 fois du sport par semaine, ou à manger d'une telle manière, ou voilà, ou parfois par manque de connaissances aussi, mais du coup c'est vraiment tout ça qui font qu'on peut manquer de réalisme sur l'objectif qu'on a, et donc il faut bien faire attention à chercher un peu d'informations sur quelles sont les façons, parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais quelles sont les façons d'arriver à son objectif, qu'est-ce que ça demande. Ouais, donc vraiment prendre conscience, encore une fois, exactement comme ce que tu viens de dire, des efforts à fournir quand on a un objectif, parce que oui, il y a des efforts à fournir. Ce qu'on a tendance à oublier, encore une fois, avec les réseaux sociaux et toutes ces promesses de résultats en 5 minutes, etc., parce que c'est purement marketing, et malheureusement ça fonctionne, mais quel que soit l'objectif ou l'action, quoi que l'on veuille achever, ça va demander des efforts et il faut en prendre pleinement conscience de ces efforts. Et justement, des facteurs aussi qui peuvent nous aider ou non à atteindre ces objectifs. Et parmi ces facteurs-là, il y a des facteurs qui sont inhérents à nous-mêmes, mais il y a aussi tous les autres facteurs extérieurs qui, malgré toute la détermination du monde, peuvent complètement ruiner une évolution et cette fameuse motivation sur laquelle on essaye de surfer. Et c'est normal encore une fois parce qu'on vit dans un environnement qui nous impacte du matin au soir. Ouais, l'environnement, tes proches, mais aussi l'environnement dans lequel tu vis, ton lieu de vie est très important. Tout ce qui va en fait impacter ton énergie. Voir, ok, est-ce que même la météo, la météo compte, le lieu de vie, l'espace, le rangement, tout. Il y a énormément de petits paramètres qui vont faire que ça va t'apporter, te drainer de l'énergie, et donc l'environnement va venir impacter directement ton état d'être. Et ton état d'être, c'est un peu ton véhicule qui va te mener d'un point A à un point B. Donc si ton véhicule est en mauvais état, tu ne vas pas avancer. Donc du coup, c'est vraiment super important d'aller prendre soin de son environnement, que ce soit donc les proches, que tu regardes aussi justement les réseaux sociaux, sur internet, les médias, d'aller un peu vraiment sélectionner tout ce que tu regardes. C'est vraiment voir, ok, est-ce que ça me draine, est-ce que ça m'apporte de l'énergie, et c'est vraiment de faire très attention parce que c'est ça qui peut venir aussi impacter un chemin ou qui va justement te faire douter de toi-même, ou simplement rallonger le chemin qui va te mener vers tes objectifs. Ou même te conforter du coup dans ce que tu voudrais changer. Oui. Voilà. Et ça voilà, c'est comme une plante, hein. S'il n'y a pas le bon terreau à la base, la plante ne peut pas pousser. Alors attention, on n'est pas là en train de dire que ça y est, il faut partir au soleil et vivre la meilleure des vies dans le meilleur des cas, parce que ça n'est pas réaliste. Voilà, clairement. Mais par contre, il y a plein de petites choses, et ça tu peux le confirmer, qu'on peut changer au quotidien, mais qui commencent par des fois juste faire le tri dans ses placards et puis réajuster certaines relations qu'on peut avoir, des relations qu'on peut avoir aussi avec nos écrans, qui sont à la portée de tous. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être Jeff Bezos pour se donner les moyens de changer de vie. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire, qui sont aussi ces petits pas qu'on fait pour construire le chemin. Mais cet environnement, clairement, c'est une réalité. On n'est pas seul contre tous, on vit dans un environnement, on en fait partie, on vit en symbiose avec, on est des êtres sociaux, et on peut certainement pas passer outre le fait qu'il nous influence tout le temps, en fait. Ouais, c'est vraiment limiter la présence tout ce qui va déclencher des insécurités ou des sentiments entre guillemets négatifs
Et en tout cas, et dans l'autre sens, privilégier un environnement qui va venir t'aider dans la recherche de ce que tu veux. Si demain, par exemple, tu veux, je sais pas, justement, je sais pas, tu veux faire du sport, par exemple, tu veux te mettre voilà, à prendre davantage soin de ton corps, mais que dans ton environnement, ou la personne avec qui tu vis, par exemple, ne fait pas attention, ou va peut-être pas avoir une alimentation super saine, ou pour qui le sport, ça va pas du tout être important, ou parfois même la personne peut être pas identique, c'est-à-dire tu peux être avec des personnes différentes de toi. Mais simplement, c'est qu'il y a une dynamique, une ouverture d'esprit sur ce que tu fais qui ne vient pas casser tes envies. C'est surtout ça, on n'est pas obligé d'être entouré que de personnes qui sont comme nous, mais en tout cas qui sont ouvertes à ce que nous faisons. Donc, gros travail que beaucoup de personnes ont tendance à éviter. Moi, je l'ai beaucoup vu en coaching où finalement, c'était vraiment le dernier facteur bloquant, mais qui pouvait vraiment totalement tout bloquer. Parce que les personnes qui venaient me voir en coaching étaient déjà des personnes qui finalement avaient dépassé toutes ces erreurs qu'on vient de citer. Et finalement, la dernière, elles étaient engluées dedans, en fait. Et ça a été, mais vraiment durant toute ma carrière de coach, je pense le principal frein à l'évolution des personnes. Et vraiment, il ne faut pas le négliger. C'est peut-être le moins sexy, c'est celui auquel on a envie le moins de toucher. Et pourtant, il ne faut surtout pas négliger son importance parce qu'elle est énorme. Alors, on pourra en parler pendant très longtemps. Surtout qu'avec Élise, on parle beaucoup. On a parlé longtemps avant de tourner cette vidéo, du coup il fait nuit dehors. Mais par contre, justement, on va continuer à en parler parce que ce sont des sujets qui sont passionnants. Et puis, je pense que c'est important que toi, là, qui regarde cette vidéo, tu te rends compte que nous, on est coach, c'est notre métier, mais toutes ces erreurs-là, on les a faites, on vit avec au quotidien comme tout le monde. Justement, on va prolonger cette discussion au cours d'une conférence qui aura lieu. Attention, note bien, bloque la date sur ton agenda, le 20 janvier à 20h. C'est bien, mémotechnique super facile à retenir. Donc, jeudi 20 janvier à 20h. Tu pourras nous retrouver toutes les deux justement autour de ces sujets qu'on va beaucoup plus approfondir et surtout dans lesquels on va aussi partager notre expérience, tout simplement parce que finalement cette expérience tout le monde la vit. Et puis évidemment au cours de cette conférence on répondra à tes questions, donc n'oublie pas d'aller voir le lien sous la vidéo, file vite t'inscrire et bloque la date parce que les places sont limitées et qu'elles partent très très vite. Et puis évidemment, si tu as des questions, viens nous les poser en commentaire. Soit on les gardera justement pour y répondre au cours de la conférence, soit on y répondra directement dans les commentaires. En tout cas, merci Élise. Merci à toi. Voilà, nous on va continuer à discuter. Voilà, exactement. Je pense que Doudi en a bien pris de la graine et qu'elle est prête à passer une année 2022 merveilleuse. Tout comme toi, je l'espère. On te fait de gros bisous et on te retrouve très vite pour la conférence. À bientôt.